Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue, même virtuellement, enfin même pas virtuellement parce qu'on sait qu'on est quand même là, mais puis on se connaît un peu pour certains. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette réunion et je souhaite aussi bien sûr la bienvenue à Benoît Galichon et je le remercie vivement pour sa disponibilité et voilà, et le temps qu'il accepte de prendre pour nous. Euh, donc cette réunion sur sur la retenue à la source donc fait partie du cycle de réunions qu'organise Bretagne Commerce International sur le volet réglementation et ce qu'on appelle aussi technique du commerce international. Ce sont des sujets, des questions auxquelles vous êtes confrontés, que vous nous soumettez régulièrement, qui sont parfois effectivement délicates en ce sens que eh bien, ça impacte effectivement sur les factures et sur les paiements. Voilà, deux mots de Bretagne Commerce International que je crois vous connaissez bien à présent. Bretagne Commerce International existe depuis 8 ans. Donc voilà, on commence à bien se connaître. On fait des réunions réglementaires, des réunions approche pays, du conseil individuel en stratégie, en formalité réglementation. En ce qui concerne formalité et réglementation, donc vous avez cinq correspondantes en Bretagne. Pascal dans le Morbihan est parmi nous aujourd'hui, Annie à Morlaix également. Donc voilà, je vous propose, alors concernant le déroulement donc, de la réunion, nous avons accès, donc vous pouvez poser des questions. Benoît Galichon et moi-même les voyons. Nous avons convenu avec Benoît Galichon qu'on on y répondra au fil de l'eau, parce que souvent vos questions portent sur un sujet ou enfin, quelque chose que vient de dire l'intervenant. Donc, on les traitera au fur et à mesure. C'est plus facile, ça met un peu de rythme aussi sur la réunion. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, effectivement, pour l'avoir déjà organisé de cette façon. Il y a eu quelques questions lors de votre inscription. Les réponses seront apportées par Benoît Galichon donc, à l'occasion de son intervention. Celles qui concernent des points plus précis ne seront pas forcément traitées. Notamment, il y a une question sur un formulaire pour les États-Unis. C'est des questions que l'on reçoit, mes collègues et moi, assez régulièrement. Donc, vous pourrez vous rapprocher de votre conseillère localement et voilà, elle pourra apporter la réponse à votre question. Par ailleurs, bon, j'aurai l'occasion de le redire à la fin de cette réunion, Monsieur Galichon sera aussi à votre disposition. Vous pourrez le contacter en direct. Après, vous verrez ensemble ce qu'il peut faire en plus pour vous après cette réunion qui approche de façon un peu générale donc le sujet de la retenue à la source. Peut-être en ferons-nous d'autres l'année prochaine, on verra de vos besoins et éventuellement d'une évolution. Voilà, écoutez, une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne réunion. Nous sommes ensemble jusque midi et je passe la parole à Benoît Galichon. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a introduit Annie, l'idée de ce webinaire, de cette formation, c'est de bien comprendre le mécanisme de la retenue à la source, comment ça marche, quels flux peuvent être concernés, quels peuvent être leurs impacts, comment je peux limiter ou réduire les frottements liés à l'application d'une potentielle retenue à la source. Donc, on va diviser cette intervention en trois parties. La première sera assez générale, c'est pourquoi des retenues à la source, comprendre ce que c'est, sur quel flux ça s'applique. Ensuite, comment celles-ci sont prélevées dans l'état de la source, comment elles peuvent être ou non imputées ou déduites dans l'état de résidence. Et ensuite, on finira par un aspect contractuel, entre guillemets, comment dans vos relations clients-fournisseurs, vous pouvez aujourd'hui essayer d'anticiper ces questions-là pour se prémunir au mieux d'éventuels frottements sur ces questions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la retenue à la source, vous pouvez, entre guillemets, aujourd'hui en être victime ou coupable. C'est-à-dire que
Vous pouvez en être victime en tant que fournisseur lorsque vous facturez un client établi à l'étranger et que finalement, dans l'état de la source, vous allez vous rendre compte qu'il y a une retenue à la source, ou finalement coupable lorsque vous allez payer un de vos fournisseurs établis à l'étranger et que la France va devoir vous impose de prélever une retenue à la source sur ce paiement. Donc, la retenue à la source, c'est toujours, dans le contexte auquel on va en parler aujourd'hui, dans un contexte international, entre deux pays, c'est-à-dire un flux qui part d'un pays source, qui arrive à un bénéficiaire établi dans un autre État. On ne parlera pas, là, la retenue à la source, de retenue à la source purement interne, comme on peut voir sur certains paiements en France, etc. Là, on est vraiment dans un contexte international, dans le cadre de paiements transfrontaliers. Et donc, cette question des retenues à la source, finalement, elle existe depuis finalement les fondements de la fiscalité pour finalement ménager les intérêts des différents États qui cherchent, dans la mesure du possible, à attirer le maximum d'impôts, de recettes fiscales sur leurs États, dans leurs États, tout en limitant les frottements fiscaux via le développement de conventions fiscales entre les États. Donc cet objectif, voilà, une retenue à la source, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'État dans lequel est établi le payeur du revenu souhaite attirer de la base imposable dans son État. Donc pour cela, il va dire, bah, toi, entreprise française, tu payes un revenu à une entreprise étrangère, je t'oblige à prélever sur ce revenu un impôt forfaitaire, c'est ce qu'on appelle cette retenue à la source. Et donc finalement, la conséquence de tout ça, c'est lorsque vous allez payer votre fournisseur établi à l'étranger ou lorsque votre client établi à l'étranger va vous payer, vous allez recevoir un montant cash imputé de cette retenue à la source. Et donc, c'est là où finalement, si ces sujets-là, on se rend compte qu'ils ne sont pas anticipés, on peut avoir un impact important sur la rentabilité des transactions. L'exemple typique, c'est un exemple qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Vous avez une entreprise française qui réalise des prestations techniques avec transfert de savoir-faire au profit d'une entreprise australienne. Là, c'est vraiment un sujet d'actualité, notamment depuis le marché des sous-marins vendus par la France à l'Australie. On sait que ces sous-marins, ils sont fabriqués en Australie, mais un certain nombre d'entreprises françaises et d'entreprises bretonnes interviennent notamment depuis la France ou directement en Australie sur le développement de ces sous-marins et leur construction. Dans cette situation, on va avoir plusieurs intérêts. Donc, on va avoir la France qui va être l'état de résidence des entreprises qui vont fournir les services. La France va considérer que tous les revenus gagnés par ces entreprises françaises doivent être taxés en France, comme les autres bénéfices réalisés par cette entreprise sur ses revenus, par exemple. L'Australie, elle va considérer que finalement, cette prestation fournie par une entreprise française, elle est rattachable à son territoire et que finalement, en quelque sorte, ce revenu, il doit se voir imposer au moins pour partie en Australie. Comme finalement l'entreprise française, dans la plupart des cas, elle n'a aucune filiale ou succursale en Australie, le prélèvement d'un impôt sur ce flux-là passera mécaniquement par une retenue à la source qui sera prélevée par le client australien lors du paiement à l'entreprise française. Donc la contrainte, c'est quoi? C'est que finalement l'entreprise française peut se retrouver dans une situation de double imposition, c'est-à-dire que sur ce flux-là, elle va se voir prélever un impôt en Australie et également devoir payer de l'IS en France sur le même revenu. Donc ce schéma-là, assez basique, montre le frottement qu'on peut avoir. Et sur la fourniture d'une prestation technique de 100, je peux avoir une retenue à la source en Australie de 25. Je vais me voir imposer en France sur le revenu de 100 et payer de l'IS en France à 28. Donc finalement, je vais être imposé sur un revenu de 100 à hauteur de 53, 25 en Australie et 28 en France. Et là, finalement, toute la difficulté des retenues à la source et tout l'objet des conventions fiscales qui visent à réduire cette double imposition potentielle. Alors, quels flux sont concernés par les retenues à la source? Aujourd'hui, potentiellement, c'est l'intégralité des flux transfrontaliers qui peuvent se voir appliquer une retenue à la source.
Donc, on a tout ce qui est flux financier, donc les intérêts sur prêts, comptes courants, etc. Tous les dividendes qui peuvent vous être versés par une filiale étrangère, toutes les redevances qui peuvent vous être également versées par des clients à l'étranger, etc. Les redevances, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on le voit et on rentrera un peu plus dans le détail après, mais également à travers vos questions. C'est que la définition de redevance est différente d'un État à l'autre et elle est différente aussi d'une convention fiscale à l'autre. Donc, quelquefois, on va qualifier dans les contrats qu'on conclut avec nos clients des paiements de redevance, alors qu'en fait, à la lecture de la convention fiscale qui s'applique finalement entre la France et l'État du client, ce ne sera pas traité comme une redevance, ce sera plutôt. Et on peut avoir finalement la situation inverse, une pure prestation de service, ou ce qu'on considère économiquement comme une pure prestation de service, peut être traitée comme une redevance par les conventions fiscales. Et là, on a eu la question, il y a l'un d'entre vous qui a posé notamment la question des locations d'équipements. Et effectivement, cette question-là, c'est une très bonne question. Et d'un pays à l'autre, finalement, le loyer versé pour l'usage d'un équipement, il peut être qualifié de redevance ou non en fonction de la convention. Alors aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est plutôt considéré comme la rémunération d'une prestation de service et non comme une redevance. Mais on peut avoir certains pays qui considèrent encore que une entreprise locale paye des loyers pour la location d'un équipement à une entreprise française, ça peut être considéré comme une redevance ni à retenir. Quelque chose qui est, voilà, le cœur du débat, c'est de comprendre comment s'articulent les différentes législations et comment savoir si sur vos opérations, une retenue à la source est applicable et si oui, à quel taux, et dans cette hypothèse, comment on l'élimine. Donc, s'il faut vraiment retenir quelque chose de cette formation, finalement, c'est les quelques slides qui vont suivre sur le raisonnement qui est toujours le même à appliquer pour comprendre comment s'appliquent les retenues à la source. Alors, les retenues à la source, elles sont régies par plusieurs réglementations. Elles sont régies tout d'abord par le droit interne de chacun des États. Dans les questions qui nous ont d'ores et déjà été transmises, certains d'entre vous demandaient quels États appliquent des retenues à la source, est-ce qu'on a une liste des pays, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les États du monde ont dans leur droit interne des législations qui prévoient des retenues à la source sur différents types de paiements. Les seuls États dans lesquels les flux sortants ne subissent jamais de retenue à la source, c'est ce qu'on va appeler de manière un peu générique des paradis fiscaux, où là, quel que soit le paiement fait par les entités ou les personnes établies sur ces États, on n'a jamais de retenue à la source prélevée dans ces États. Mais on va dire que, à l'exception de ces États-là, tous les États du monde ont des dispositifs qui prévoient des retenues à la source sur un certain nombre de paiements. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de liste, il faut partir du principe qu'il y en aura toujours dans le droit interne. Ensuite, pour éviter finalement ces questions de double imposition sur ces flux transfrontaliers, on a du droit international qui est venu se superposer au droit interne de chaque pays. Donc en Europe, on a le droit communautaire, avec différentes directives qui ont été transposées dans le droit interne des États membres, qui visent à éliminer, dans certaines situations, les retenues à la source. Et ensuite, on a le droit conventionnel. Alors, le droit conventionnel, c'est les conventions internationales qui ont été conclues entre les différents États. Donc, c'est des conventions fiscales bilatérales conclues entre les États qui visent à dire, sur ce type de flux, est-ce qu'il y a une retenue à la source ou non? Et s'il y a une retenue à la source, à quel taux maximum elle peut être prélevée? Et comment la double imposition ou le frottement fiscal peut être évité dans l'État de résidence. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un des réseaux conventionnels les plus développés du monde. C'est-à-dire qu'on a plus d'une centaine de conventions fiscales conclues avec des États tiers. Donc, on va dire que
dans la très, très grande majorité des cas, dans les opérations que vous allez avoir avec des clients ou fournisseurs à l'étranger, on va avoir une convention fiscale applicable. On a encore quelques États avec lesquels on n'en a pas. Mais bon, dans la très grande majorité des cas, on aura une convention qui va réglementer les questions de retenue à la source pour les flux entre les deux États. Quand on n'a pas cette convention, eh bien, finalement, on va avoir le droit interne de chacun des États qui va s'appliquer, avec là ce risque de double imposition. Alors, ce qui est très important de comprendre, ça c'est vraiment impératif, c'est de comprendre comment s'articule le droit interne des États avec les conventions. Il y a deux principes fondamentaux à comprendre. Le premier, c'est la priorité du droit interne sur le droit conventionnel. C'est-à-dire qu'une retenue à la source ne peut être prélevée dans l'état de la source que si cette retenue à la source est prévue par le droit interne. S'il n'y a pas de retenue à la source prévue par le droit interne, la convention en elle-même ne peut fonder une imposition à la source dans l'État. On va prendre un exemple assez basique. Vous avez une transaction, je ne sais pas, avec un pays du Golfe, par exemple, le Qatar, qui, dans sa réglementation interne, ne prévoit pas de retenue à la source. Si vous allez directement lire la convention fiscale entre la France et le Qatar, on va vous dire sur certains types de flux, ah oui, mais la retenue à la source ne peut excéder 5%. Et là, vous allez vous dire, ah bah oui, non, bah donc ça veut dire que j'ai une retenue à la source au Qatar. Non. Parce que la convention, c'est une convention unique pour les deux États. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une disposition dans la convention qui va limiter le taux d'une retenue à la source, et c'est peut-être cette disposition, elle va limiter le taux de la retenue à la source en France. Et comme au Qatar, il n'y a pas de retenue à la source sur ce flux-là, on a la disposition dans la convention, mais finalement, dans les faits, sur un flux Qatar-France, la retenue à la source ne sera pas applicable parce que le droit interne local n'en prévoit pas. Ça, c'est impératif de comprendre. C'est toujours repartir du droit interne. Le point de départ, c'est le droit interne de l'État, de la source. Benoît, excusez-moi, je peux me permettre? Oui. Mais le droit interne dans le pays tiers, on n'y a pas accès. Enfin, c'est le genre d'information auquel on n'a pas accès. Alors, d'emblée, quoi. Sur l'accès à l'information, c'est une très bonne question. Il y a on va dire dans les instruments gratuits accessibles entre guillemets à tout à chacun via Google, il y a des bases de données de certains grandes firmes comptables ou d'audit qui peuvent finalement via des fiches pays vous indiquer que dans tel pays il y a des retenues à la source, le droit interne prévoit tel et tel type de retenue à la source. Ça, c'est des informations qui sont aisément accessibles. Alors, il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas toujours à jour, mais on peut déjà finalement avoir une première idée de sens ou non des retenues à la source. Vous avez des sites d'administration fiscale locales qui sont, en fonction des États, il y en a qui sont plus ou moins bien faits, plus ou moins traduits en anglais. Voilà. Donc on va dire que l'information, elle est de plus en plus accessible. Après, c'est vrai que dès que les enjeux deviennent significatifs, il vaut mieux se faire confirmer l'existence ou non d'une retenue à la source en droit interne par un cabinet local, et notamment sur, on y reviendra un peu tout à l'heure, sur comment la législation locale et la jurisprudence locale qualifient ce type le flux en cause, et est-ce que finalement il peut être soumis à une retenue à la source. Donc, en soi, via Google, on arrive quand même à trouver l'information. Après, il y a des bases de données payantes, effectivement, auxquelles les cabinets d'avocats sont abonnés, etc., où il y a des informations plus complètes et plus à jour, mais l'information gratuite, elle est quand même, voilà, on arrive à avoir accès à des fiches pays, etc., assez facilement. Ok, merci. Donc, voilà, ce premier principe, c'est ça, c'est-à-dire que est-ce que le droit interne de l'État en cause prévoit une retenue à la source? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, finalement,
si le droit interne de l'État prévoit une retenue à la source, ensuite, c'est la convention qui va dire si ce droit interne peut s'appliquer. C'est-à-dire que si le droit interne me dit je peux avoir une retenue à la source de 10% sur les dividendes qui sortent de France vers les États-Unis, par exemple, si ensuite la convention me dit bah non, sur ce même flux, vous n'avez pas de retenue à la source, eh bien, c'est la convention fiscale qui prime. Donc, c'est cette articulation entre les deux principes qui est vraiment impérative à comprendre. C'est la priorité du droit interne pour savoir si j'ai une retenue à la source. Et ensuite, si j'en ai une, c'est la convention qui va primer sur le taux, enfin, sur l'application déjà de la retenue et sur le taux qui sera appliqué. Et c'est ces deux points qui sont très, très importants à comprendre. Et voilà. Et là, on retrouve finalement cette réflexion que vous devez avoir dans tous les cas, que vous soyez client ou fournisseur. Finalement, c'est le droit interne de l'État à partir duquel le paiement est effectué. Prévoit-il une retenue à la source? Donc, s'il en prévoit, est-ce que, par exemple, moi, en tant que fournisseur, je peux bénéficier d'une exonération européenne si on est dans un contexte européen, oui ou non? Ensuite, est-ce que la Convention prévoit une exonération, oui ou non? Et si j'ai aucune exonération, et si donc, in fine, j'ai bien l'application d'une retenue à la source, comment je peux l'éliminer dans l'état de la résidence? C'est toujours ce schéma-là qu'il faut appliquer sur vos paiements. Alors, la question de l'existence d'une retenue à la source, elle est importante parce que c'est finalement, on n'a pas toujours une retenue à la source sur tout type de paiement transfrontalier. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, sur vos paiements, sur les paiements d'intérêt de la France vers des États tiers, le droit interne français nous dit qu'il n'y a pas de retenue à la source, sauf cas très, très particulier de paiement d'intérêt à des entités établies dans les paradis fiscaux. Alors que sur les paiements de dividendes, par exemple, le droit interne français nous dit, bon, là-dessus, si l'associé, par exemple, c'est un résident personne physique dans l'Union européenne, j'ai une retenue à la source de 12,8%. Non, j'ai une retenue à la source de droit interne de 30%. Ce n'est pas forcément cette retenue à la source qui s'appliquera, parce qu'ensuite, je vais avoir, comme j'ai expliqué avant, les conventions qui vont pouvoir m'exonérer ou me réduire ce taux de retenue à la source. Mais déjà, le droit interne français, sur un flux sortant de dividendes, il m'autorise l'application d'une retenue à la source. Alors, on va dire un petit mot un peu plus important sur les redevances, parce que les redevances, c'est vraiment un sujet important pour vous, c'est-à-dire que on met, comme je l'ai dit un peu en introduction, derrière la redevance beaucoup de choses, et l'interprétation de la notion de redevance ou royalties d'un pays à l'autre peut varier très fortement. Si on prend le cas de la France, on n'a pas, par exemple, de définition de redevance en droit interne. C'est-à-dire que en termes de redevance, on va appliquer une retenue à la source sur différents types de prestations. Enfin, le droit interne va prévoir une retenue à la source sur différents types de paiements. Pour avoir, entre guillemets, les redevances au sens strict, qui sont les paiements pour la concession de brevets, marque de fabrique, etc. Et on va avoir également une retenue à la source sur certaines prestations de services qui sont matériellement fournies ou exécutées en France. Voilà. Et donc, le droit interne français va prévoir une retenue à la source sur ces types de paiements-là. Donc, qui peut être à 28% aujourd'hui, avec des taux qui peuvent varier en fonction de la nature des paiements et l'état de résidence du bénéficiaire du revenu. Ce qui est très important pour vous à comprendre, c'est que la retenue à la source, c'est effectivement un sujet quand je suis fournisseur et que je me rends compte que le client me paye moins et je subis une retenue à la source à l'étranger. Et là, effectivement, c'est comment je l'élimine, comment je l'impute en France. Mais il ne faut pas négliger la question des retenues à la source sur les flux sortants. Si demain, vous vous faites contrôler et que sur les 3 ans précédents, l'administration fiscale considère que les paiements que vous avez effectués devaient être soumis à retenue à la source, c'est vous qui allez devoir la reverser au Trésor public français. Et ça va être compliqué, voire impossible dans la plupart des cas, d'aller revoir
votre fournisseur en disant bah, écoutez, je vous ai trop payé, j'aurais dû prélever une retenue à la source que je ne vous ai pas prélevé, donc rendez-moi l'argent. Ça, c'est quelque chose voilà, qui n'existe pas. Donc, c'est également, voilà, quand vous êtes payeur, quand vous êtes client, vous pouvez avoir un sujet sur les retenues à la source. Parce que vous n'aurez pas prélevé une retenue à la source et l'État va venir sur les 3 ans qui viennent en vous disant vous me deviez tant. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, sur le droit interne et sur l'application potentielle d'une retenue à la source, par exemple, sur cette question des redevances ou des prestations techniques qui peuvent être soumises par le droit interne français à une retenue à la source, on a l'exemple assez typique d'un prestataire établi dans l'Union européenne qui vient réparer une machine en France. En principe, cette prestation est facturée 100. Le droit interne français prévoit l'application d'une retenue à la source. Donc, si on n'avait que le droit interne français applicable, je ne devrais verser à mon prestataire italien qu'un montant de 28. Est-ce que, ensuite, sur ce flux-là, je peux bénéficier d'une exonération européenne? Le droit communautaire, sur ces questions de retenue à la source, on a 3 directives. Enfin 2 directives, parce qu'on a la directive dividende et la directive intérêt redevance. Donc, cette directive, elle vise à exonérer de retenue à la source les transactions faites entre sociétés établies dans l'Union européenne qui font en quelque sorte partie du même groupe. C'est-à-dire que ces exonérations communautaires, elles ne visent que les sociétés liées, donc généralement les paiements intra-groupes. Les principales conditions d'application des directives communautaires, c'est finalement que les sociétés en cause soient soumises à l'IS dans leur état de résidence et qu'on ait une détention supérieure à 25% pendant au moins 2 ans. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, lorsque vous avez des paiements de dividendes, d'intérêts, redevances au sein de sociétés du même groupe établies dans l'Union européenne, vous avez potentiellement une exonération. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà, je vois qu'il y a des questions. Oui, il y en a une sur le Vietnam. Là. Il y en a une, je pense, par rapport Oui. à des clauses. Vous l'abordez en fin de présentation par rapport à la rédaction des contrats. Là, il y en a une sur le Vietnam. Donc, vous la voyez, Benoît? Alors, attendez. Si vous pouvez me la lire à la limite. Alors, sur des prestations de services type conseil, le Vietnam prélève une retenue à la source de 5% sur base de son droit interne. Oui. Sur base de la convention entre France et Vietnam, ces fees, ces taxes, n'entrent pas dans la définition des revenus soumis à retenue à la source, mais devraient peut-être plutôt entrer dans la définition des autres revenus. C'est la question des définitions, effectivement. Et ne devraient donc pas être soumis à la retenue à la source au Vietnam. Toutefois, le Vietnam continue à appliquer cette retenue à la source. Ai-je droit à un crédit d'impôt en France pour cette retenue sur la base du traité ou du droit interne? Oui, effectivement, c'est une question qu'on va aborder ensuite sur les problématiques. Alors, c'est une double question, c'est-à-dire que c'est comment est-ce que déjà, en application de la Convention, est-ce que je devrais avoir une retenue à la source ou non? Et généralement, les prestations de conseil, c'est des prestations de services taxables exclusivement dans l'état de résidence du prestataire. Donc, la Convention, normalement, s'oppose à l'application de cette retenue à la source. Donc, après, on se retrouve dans une situation complexe qui est finalement l'état de la source qui prélève une retenue à la source en contrariété avec le traité qu'elle a signé avec la France. Et alors là, comment on fait? On va voir après, mais effectivement, dans ces cas-là, ce n'est pas un crédit d'impôt, mais on a potentiellement une déduction en charge de cette retenue à la source en France. Mais on y reviendra un peu après. Et donc, si je reviens sur mon exemple, c'est que je peux avoir finalement des exonérations fondées sur le droit communautaire. Par exemple, une concession de marque entre deux sociétés liées en France et en Italie. En principe, je devrais avoir une retenue à la source en France, mais la directive va me
exonéré. Ensuite, quand je suis dans un contexte hors communautaire, je vais devoir finalement traiter la question via l'application des conventions fiscales. Et là, c'est un peu la question qu'on vient de voir avec le Vietnam, c'est est-ce que mon revenu entre dans le champ d'application de la convention? À quel article se rattache ce revenu? Et ensuite, comment la double imposition est éliminée? Et est-ce que je dois fournir certains éléments pour, en pratique, bénéficier des conventions conventionnelles? Donc là, c'est ces points-là qu'on va voir. Alors, d'ores et déjà, la première question, c'est qu'on peut appliquer une convention lorsque j'ai un potentiel double imposition et que je suis dans le champ d'application de la convention. Est-ce que cette retenue à la source de cet impôt entre dans le champ de la convention? Là, je vais faire une petite parenthèse, notamment sur, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est quand même important. Les impôts visés par les conventions fiscales, ça ne traite pas de tout ce qui est imposition locale, par exemple, ou taxes spécifiques. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent, par exemple, avec l'Amérique du Sud ou le Brésil, on sait que, par exemple, le Brésil, vous avez sur des paiements, par exemple, de prestations techniques ou de management fees vers la France, vous allez avoir tout un tas de taxes locales qui va s'appliquer, des taux et des assiettes différentes, etc. etc. Et ces taxes locales ne sont pas forcément visées par la Convention. Et donc, finalement, comme elles ne sont pas visées par la Convention, le droit interne brésilien est seul applicable et donc peut appliquer ces différentes taxes sur les flux sortants de son pays. Donc ça, voilà, il y a des, ça c'est une petite parenthèse, mais qui est importante à signaler. Et une deuxième, c'est le champ d'application territorial. Alors ça paraît un peu basique comme question, parce que finalement, on dit, bon, bah, une convention, c'est toujours entre la France et un pays tiers, donc c'est assez basique, mais il faut se méfier dans certaines situations sur le champ d'application territoriale de chaque convention. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays qui ont des territoires un peu comme la France d'outre-mer, avec des statuts spécifiques, et qui finalement ne rentrent pas forcément dans le champ d'application de la convention fiscale. Par exemple, pour tout ce qui est transactions avec les îles anglo-normandes, les Jersey-Guernsey, ça ne rentre pas dans le champ d'application de la convention avec le Royaume-Uni. Donc, quand vous faites des transactions avec des entreprises établies dans ces territoires, vous ne pouvez pas vous référer à la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni pour déterminer si les paiements sont soumis à une retenue à la source, oui ou non, etc. et comment elle s'applique. Un exemple assez typique, mais en Bretagne, on peut rencontrer quand même des transactions avec ces territoires-là. Et voilà, quelquefois, vous avez des transactions avec des territoires. Voilà, Hong Kong, il faut faire attention, c'est pas la Chine. Et les territoires américains, voilà, il peut y avoir certaines particularités. Ce n'est pas une question qui doit être écartée par revers de main en disant bon, bah, je suis forcément dans le champ d'application de cette convention, etc. Alors, est-ce que mon flux va rentrer dans le champ d'application de la convention? Il va rentrer dans le champ d'application de la convention lorsque j'ai une double imposition juridique qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'un même contribuable va être imposé, peut être imposé potentiellement 2 fois au titre d'un même revenu. Et cette situation, on la rencontre dans le cas des retenues à la source, c'est-à-dire qu'un même revenu va être considéré par 2 États comme imposable dans son territoire. Donc, l'État de la source va considérer que ce revenu est taxable dans son pays, et l'État de la résidence va imposer également le même problème. Donc, c'est ce type de situation que visent à traiter les conventions fiscales. Elles ne vont pas traiter, alors on va passer assez vite là-dessus, les notions de double imposition économique, c'est-à-dire que lorsque c'est 2 personnes différentes qui vont être imposées sur le même revenu. Et l'exemple typique, c'est les redressements qu'on peut avoir en matière de prix de transfert, c'est-à-dire que vous, entreprise française, vous payez les royalties à une société américaine,
les royalties ils sont imposables aux US. La France va considérer que ces royalties sont trop élevées, par exemple, et donc elles vont les réintégrer, et donc elles deviennent non déductibles en France, et donc vous avez finalement, en quelque sorte, une double imposition, à la fois au niveau de la France et au niveau des États-Unis. Cette question-là, elle n'est pas traitée par les conventions fiscales, elle est traitée uniquement par voie d'accord entre chacun des États. Alors, on va revenir, si vous voulez, voilà, sur cette question des redevances, qui est très importante, et on l'a vu avec la question sur le Vietnam, ou sur les locations qu'on a eues préalablement à la conférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conventions fiscales, elles sont bilatérales. Donc, même si aujourd'hui, on a des instruments multilatéraux qui peuvent exister, mais aujourd'hui, une convention fiscale est bilatérale, donc entre deux États, donc toutes les conventions peuvent être différentes. Toutefois, l'OCDE a développé, en quelque sorte, au fil du temps, une sorte de doctrine, de modèle de ce qui doit être dans les conventions et comment il faut lire les conventions. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle OCDE, qui va dire, en quelque sorte, c'est des guidelines, dire une redevance, c'est ça, la convention, en principe, sur l'article redevance, elle doit être rédigée comme ça et elle doit être interprétée comme ça. Pour autant, les principes de l'OCDE ne sont pas du droit impératif, c'est-à-dire que ça n'a aucune force obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut s'y référer pour dire, voilà, l'OCDE dit que ce type de flux, ce n'est pas de la redevance, donc en principe, ce n'est pas traité comme de la redevance et donc ça ne doit pas être attaché à cet article de la Convention. Mais l'État en cause, l'État de la source, peut tout à fait vous dire « Ah non, mais moi je considère que mon droit interne et ma jurisprudence locale, ce type de paiement, c'est de la redevance, donc ça rentre dans l'article de redevance, donc par exemple, je peux appliquer une redevance. » Donc en principe, dans la majorité des conventions qui répondent aux principes OCDE, la redevance, c'est la rémunération d'un droit d'auteur, voilà, sur les œuvres littéraires, artistiques, etc., ou d'un brevet, d'une marque, ou pour tout ce qui est information ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Et là, c'est là où on a toutes les difficultés sur les prestations d'assistance technique, les logiciels, les locations, est-ce que j'ai transfert de savoir-faire ou non, etc., etc. Et c'est là où vous pouvez rencontrer des difficultés parce que d'un État à l'autre, la position de la jurisprudence locale ou de l'administration fiscale locale peut traiter différemment un flux. C'est là où on retrouve cette difficulté d'accès à l'information encore plus importante. Parce que finalement, vous allez lire la convention fiscale entre la France et ce pays-là. Alors, toutes les conventions fiscales signées par la France sont accessibles sur le site de l'administration fiscale. Donc, ça, c'est très facile d'accès. Vous allez sur Impôts.gouv, il y a une section internationale. Là, vous avez toutes les conventions fiscales conclues par la France en vigueur. Ça, vous y avez très, très facilement accès. Donc là, vous pouvez effectivement voir comment la convention fiscale traite la question des redevances. Mais pour autant, vous n'êtes pas à l'abri que votre client établi à l'étranger, l'administration fiscale de cet État ait une interprétation différente. Et là, l'accès à cette information-là, elle peut être compliquée. Alors, si on reprend notre exemple de tout à l'heure sur les prestations de services techniques réalisées par un prestataire italien qui vient entretenir une machine en France, on a vu que c'est une prestation matériellement exécutée en France. Donc, en application du droit interne français, je pourrais avoir une retenue à la source de 28%. Je ne peux pas appliquer la directive communautaire parce que le prestataire, ce n'est pas une société de mon groupe, c'est un pur tiers. Donc la directive communautaire ne s'applique pas. Donc là, je dois aller voir ma convention fiscale franco-italienne pour voir comment elle qualifie ce revenu et voir si la retenue à la source peut s'appliquer en France et si oui, à quel taux. Et là, l'article 12 de la convention fiscale franco-italienne, elle reprend finalement dans les grandes lignes le modèle OCDE et ne vise pas les prestations
de services dans l'article redevance. Donc, mon paiement à mon prestataire italien, il ne rentre pas dans cet article. Alors, s'il ne rentre pas dans cet article 12, dans quel article il rentre, il va rentrer finalement ou dans l'article 7, qui est finalement l'article sur les bénéfices des entreprises. Et cet article dit que les bénéfices d'une entreprise italienne, en l'occurrence, ne sont imposables que dans cet État. Ça veut dire que ces bénéfices-là ne sont imposables qu'en Italie, donc ils ne sont pas imposables en France. Donc pas de retenue. L'article 14, qui est la même chose finalement, mais si le prestataire est un prestataire profession libérale, etc. Donc ces deux articles, ils viennent enlever à la France le droit d'appliquer une retenue à la source qui est prévue par son droit interne. Ces articles, ils viennent me dire, finalement, non, les bénéfices de mon entreprise italienne, elles ne sont imposables qu'en Italie. Donc, la France ne peut pas retenue à la source sur ce paiement. Et donc là, voilà, on retrouve cet exemple. Donc, lorsque moi, client français, je vais payer mon prestataire italien, je n'appliquerai pas de retenue à la source sur ce paiement-là. Le client recevra bien le montant total de la prestation. On a des questions non? Non, pas de nouvelles questions. Autre exemple, si cette fois-ci, c'est une société italienne qui me facture des redevances de marque, par exemple des marques de chaussures pour distribution sur le territoire français. Là également, je rentre dans le champ de mon droit interne en France qui me dit que les redevances de marque sont passibles d'une retenue. De la même manière, comme le titulaire de la marque n'est pas une société de mon groupe, donc je ne peux pas appliquer la directive communautaire qui me faudrait une exonération. Donc, je dois voir comment la convention fiscale franco-italienne. On voit bien que les redevances de marque sont visées par l'article. Toutefois, le paragraphe n'est pas repris là, cette retenue à la source va être plafonnée par la convention fiscale à 5%. Donc, le droit interne français me prévoit une retenue à la source de 28. La convention fiscale ne s'oppose pas à l'application de cette retenue à la source, mais limite son montant à 5%. Donc, lorsque je vais payer mon prestataire italien, le titulaire de la marque, je ne lui verserai que 95. Et là, on va revenir sur un vrai sujet qui est, voilà, on l'a abordé avec le Vietnam, c'est les conflits d'interprétation entre les États. Et c'est un sujet, au fil du temps, qu'on retrouve avec certains États. On l'a rencontré, on va en parler un peu, et on le rencontre encore un peu avec le Brésil. On le rencontre avec certains pays Maghreb, et on peut le rencontrer avec voilà, aussi d'autres pays d'Asie, etc., sur finalement la volonté de certains États de s'affranchir totalement des engagements qu'ils ont signés pour finalement conserver sur leurs États le maximum de recettes fiscales. Et comment elles vont réussir ça? Elles vont finalement, vous, la difficulté que vous allez avoir, c'est que si vous dites à votre client, non, moi, je n'ai pas de retenue à la source, la convention ne prévoit pas de retenue à la source, donc tu ne peux pas m'en prélever. La difficulté, c'est que souvent, dans ces pays-là, pour que le paiement et que le cash soient rapatriés en France, les banques locales vont exiger le versement de cette retenue à la source, même si elles savent très bien qu'elle n'est pas due au sens des traités. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez avoir votre cash, vous êtes obligé de vous asseoir sur cette retenue à la source. Donc là, on se retrouve dans des situations complexes. On se retrouve dans des situations où
quelquefois au sein d'un groupe, on va décider de ne plus facturer, par exemple, de management fees à des filiales établies dans ce type d'État parce que on va avoir des problèmes de rapatriation de cash, etc. Et donc, on se retrouve, entre guillemets, à jouer avec ces situations. Alors, on a eu le cas, voilà, effectivement, avec le Brésil. Le Brésil, dans la convention fiscale franco-brésilienne, on a une définition assez standard de la notion de redevance. Pour autant, pendant des années, l'administration fiscale brésilienne refusait d'appliquer cet article et faisait rentrer les prestations techniques dans l'article redevance pour appliquer une reconnaissance de 15%. Et donc là, la difficulté, c'est qu'en France, l'administration fiscale française disait bah non, moi, j'ai signé un traité avec le Brésil. Ce traité me dit que les prestations techniques sont exclusivement imposables en France. Donc, la retenue à la source qui a été prélevée en contrariété avec la Convention. Je ne vais pas vous accorder de crédit d'impôt en France. Ce n'est pas à moi de payer finalement en acceptant de réduire ma contribution d'IS en France via l'imputation de crédit d'impôt. Ce n'est pas moi, Trésor public français, de subir le coût de cette interprétation de l'administration fiscale brésilienne. Donc voilà, c'est très important à comprendre. Ça peut générer des contentieux assez longs. On a également le cas avec le Maroc sur ces mêmes questions-là, où finalement la convention, l'administration fiscale locale considère que les prestations d'assistance technique relèvent de l'article redevance, donc peuvent être passibles d'une retenue à la France. Et même difficulté, l'administration fiscale française s'oppose à l'octroi d'un crédit d'impôt pour éliminer la double imposition liée à ce flux. Une question peut-être? Oui, une commission commerciale versée à un agent peut-elle être considérée comme une redevance? Commission commerciale. J'aurais tendance à dire non. Parce que c'est finalement la rémunération d'une prestation de service de développement, enfin de vente locale. A priori, non. Ok, merci. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette étape, on a analysé le droit interne, on a vu si une retenue à la source était applicable ou non. S'il y en a une applicable, on a analysé la convention, on a vu si celle-ci permettait l'application de la retenue à la source et si finalement, on arrive à la dernière étape du raisonnement. Comment, dans l'état de résidence, moi, je peux limiter ou annuler l'effet de cette retenue à la source? Donc là, il y a deux hypothèses. Finalement, c'est soit la convention, pour éviter toute double imposition, dit qu'aucune retenue à la source n'est imposable. On va supprimer le droit à un État d'appliquer une retenue d'exonération. Donc, c'est ce qu'on retrouve, on a vu sur notre article 7 de la Convention fiscale italienne. Cet article, il vient me dire, bah non, sur ces prestations fournies par une entreprise italienne en France, je retire le droit d'imposer à la France. Donc, on aurait une imposition qu'en Italie et non en France. Donc là, je n'ai pas de double imposition, je n'aurai une imposition exclusive qu'en Italie, donc la méthode de l'exonération. Ensuite, on a la méthode de l'imputation, qui permet finalement aux deux États de percevoir l'impôt sur le même revenu, mais en autorisant l'imputation dans l'État de la résidence de la retenue à la source payée dans l'État de la source. Et là, on a finalement ce crédit d'impôt qui vise à neutraliser l'effet de la double imposition et à permettre la répartition de l'impôt sur le même flux entre les deux États. Alors, l'imputation, c'est un peu technique, mais
c'est un point à garder en tête. Le crédit d'impôt que vous pouvez avoir en France, il peut ne pas correspondre au montant de la retenue à la source. Ce n'est pas mécanique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une retenue à la source de 5 que vous avez un crédit d'impôt de 5. Ça peut être le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit l'imputation intégrale, vous pouvez imputer intégralement dans votre état de résidence la retenue à la source. Vous pouvez avoir une imputation partielle, c'est-à-dire que l'administration fiscale de l'état de résidence va venir vous dire, bah oui, alors vous avez sur un flux de 100, imaginons que vous ayez une retenue à la source de 30, mais le taux d'impôt dans l'état de résidence, il est de 10. Donc finalement, l'impôt en France, enfin l'impôt dans l'état de résidence sur ce flux, il sera de 10. Le crédit d'impôt, il sera limité à 10, mais il ne sera pas à 30. Vous n'aurez pas une imputation. Parce que dans ce cas-là, finalement, on a un appauvrissement finalement de l'état de la résidence de ces recettes. Ensuite, vous avez une situation un peu spécifique où finalement, la convention fiscale va vous dire que le crédit d'impôt, il est d'un montant complètement déconnecté de la retenue à la source. C'est-à-dire qu'on va reprendre, par exemple, le cas on a ça dans la convention fiscale franco-brésilienne sur les paiements d'intérêt, où la convention autorise le Brésil à prélever une retenue à la source de 15%, mais elle vous dit que le crédit d'impôt sera de 20% en France. Voilà. Donc là, on a une déconnexion entre le montant de la retenue à la source et le montant du crédit d'impôt. On a une question. Oui, pardon. Tous les pays européens ont-ils adhéré aux directives d'exonération pour les transactions intragroupes? Le Danemark, par exemple. Les pays européens ont-ils adhéré aux directives d'exonération pour les transactions intragroupes? Alors, les directives, il y a obligatoirement des transpositions en droit interne, c'est-à-dire qu'on a des délais pour transposer les directives. En fait, on n'applique pas les directives, on applique le droit interne de chacun des États qui transpose le contenu des directives. Après, le Danemark, c'est une situation très particulière et c'est intéressant qu'on ait la question. C'est que le Danemark, c'est un pays avec lequel, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on n'a plus de convention fiscale. C'est-à-dire que c'est un des pays développés, un des seuls pays développés avec lequel on n'a plus de convention fiscale. Donc, le Danemark, on va se retrouver dans une situation particulière. C'est-à-dire que selon les types de flux, avec le Danemark, on peut être couvert par les directives communautaires, parce que le Danemark a quand même l'obligation et a, en principe, dans son droit interne, transposé les dispositions communautaires. Toutefois, si on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que si on a des relations avec le Danemark non couvertes par les directives communautaires, c'est-à-dire avec des paiements, par exemple des relations avec des tiers, ben là, on ne sera pas dans les directives communautaires et on n'aura pas de convention fiscale. Et donc là, on va se retrouver potentiellement avec des conflits et un risque de double imposition. Le Danemark, c'est une situation très particulière et il faut effectivement regarder attentivement lorsqu'on a des flux avec le Danemark, voir les frottements potentiels. Okay. On n'a plus de convention fiscale. Pour autant, si on a un intragroupe intérêt redevance dividende, a priori, on va être couvert par la transposition en droit danois des conventions européennes, des directives communautaires, pardon. Voilà. C'est effectivement un sujet. Voilà. Et alors, la convention fiscale, c'est une procédure. Ce qui s'est passé avec le Danemark, c'est quelque chose d'excessivement rare. C'est-à-dire qu'il y a eu une dénonciation par le Danemark, je crois, à l'origine de la convention. C'est-à-dire que le Danemark, pour des raisons, je crois, de position des retraites un peu particulières, a voulu dénoncer, a dit à la France, vraiment, je dénonce la convention, donc il y a une période de latence, et à un moment, la convention n'est plus en vigueur. Donc, ça, c'est aussi un point important à garder en tête lorsque, si vous allez sur Internet, vous cherchez des conventions, etc. Assurez-vous que les conventions sont bien en vigueur et c'est bien la dernière version. Parce que finalement, on a régulièrement, alors des dénonciations, c'est très rare, mais on a régulièrement
des mises à jour ou des avenants aux conventions fiscales conclues avec différents États. Normalement, si on va sur le site de impôt.gouv, là, elle devrait être complètement à jour. Voilà, impôt.gouv, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'est vraiment, on est sûr qu'on a la dernière version consolidée. Ouais. Mais quelquefois, si on tape dans Google, voilà, et qu'on ne va pas sur le site des impôts, on peut tomber sur quelque chose qui n'est pas à jour. Oui, on est d'accord. C'est vraiment impôt.gouv. Alors, je rebondis juste sur ce sujet. On l'abordera enfin. On pourra effectivement traiter une question. Si on a conclu à l'époque, on a conclu un contrat. Effectivement, à cette époque-là, il y a une convention fiscale voilà, qui fonctionne. Et effectivement, si un contrat qui dure sur 4-5 ans, si au cours de la durée du contrat, il y a un changement, comment on fait? Donc, on pourra peut-être l'aborder en fin de… Voilà. On fait comme ça, Benoît. OK, merci. Effectivement, ouais, c'est toute cette question de comment j'essaie d'anticiper des changements réglementaires et de me prémunir d'une application potentielle future, d'une retenue à la source d'un État à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que malheureusement, on a quand même de plus en plus de cas où certaines administrations font fi des textes, des traités qu'elles ont signés. Ouais. Et pour des raisons politiques, internes, etc. Ouais. Et finalement, voilà, impose des retenues à la source. Et puis après, c'est un peu, en gros, démerdez-vous pour récupérer l'argent. Ouais. Et juste sur cette question, on va peut-être dire un mot sur cette question des évolutions des conventions, etc., sur le Brexit. Le Brexit, ça va au terme de la période transitoire, donc en principe. On a des tout petits ratés. Benoît, excusez-moi, on a des tout petits ratés sur le son. Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'essaie de voir si c'est quand vous bougez d'un côté la tête, mais je ne suis pas sûre. Donc je ne vais plus bouger, je vais parler. Vous avez le droit de respirer quand même. Hein. Juste sur le Brexit, ce que ça va entraîner la sortie du Royaume-Uni des directives du droit communautaire. Donc, pour mes relations avec le Royaume-Uni, je ne pourrai plus appliquer les directives intérêts redevance, mère-fille, dividende. Pour autant, j'ai toujours, et j'avais même avant l'Union européenne, une convention fiscale avec le Royaume-Uni. Donc, je devrais me référer à ce texte-là pour voir comment sont gérés mes paiements avec le Royaume-Uni. On a une autre question, je crois. Ouais, elle est longue. Elle est… Je ne sais pas si… je vais la lire, mais… Alors, nous allons réaliser une prestation de développement informatique sur un matériel en France pour un client colombien. Ce matériel sera expédié au client colombien via une de ses filiales françaises. Une prestation de formation à distance sera ensuite réalisée depuis le sol français à destination du client basé en Colombie. S'il y a retenue à la source, sur quelle base devons-nous partir pour l'anticiper? Est-ce en fonction du lieu de réalisation de la prestation, du lieu de résidence du client ou de la destination du matériel et de la prestation? Alors, là, on est dans des cas un peu des prestations effectivement un peu complexes. Il faut toujours décomposer, de se dire, voilà, je vais avoir un paiement d'un client colombien à destination de la France, un flux cash Colombie-France. À quel titre? Qu'est-ce qui rémunère? Comment le droit interne colombien traite ces paiements? Et alors j'ai un doute sur le fait qu'on ait une convention fiscale avec la Colombie, je crois que oui. Et comment la convention me traite ça? Et un réflexe à avoir dans ce type de situation, c'est que si dans ces prestations complexes, on peut avoir qu'un bout qui
qui rentrent dans le champ, par exemple, d'un article qui permet d'appliquer une retenue à la source. Mais si on a une seule facture ou une facture mensuelle qui couvre tous les types de prestations, on peut avoir une tendance voilà, que la retenue à la source soit appliquée sur le tout alors qu'elle devrait être appliquée que sur une partie. Donc, Là, une petite précision, je me permets, Benoît. Convention avec la Colombie signée le 25 juin 2015, non entrée en vigueur. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais un doute, parce qu'effectivement, il y a effectivement une convention signée, mais non en vigueur. Et donc là, non en vigueur, ça veut dire que bon, la loi est signée, elle n'est pas en vigueur, donc elle n'est pas applicable. C'est assez basique. Ça n'existait pas. Donc là, on se retrouve effectivement dans la situation où la Colombie peut tenter, et alors là, c'est le droit interne colombien, donc malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas leur position là-dessus d'appliquer une retenue à la source sur toute partie des paiements qui sont dus à la France. Et ensuite, en France, on va se retrouver dans une situation où pas avoir de crédit d'impôt parce que je n'ai pas de convention en vigueur qui m'autorise, qui me donne le droit à un crédit d'impôt cette retenue à la source sur l'impôt qui sera dû en France. Et pour autant, je pourrais déduire en France la charge liée à cette retenue à la source. C'est-à-dire que finalement, je n'aurais pas une élimination intégrale de la double imposition, mais j'aurais simplement une déduction en charge des impôts payés en Colombie. Ça répond pas, je suis sûr que ça ne répond pas exactement à la question qui est posée parce qu'il faudrait regarder exactement comment la Colombie va traiter ce flux, mais sur les prestations complexes d'une manière générale, il faut faire attention, quitte à décomposer les factures, etc., pour éviter qu'il y ait une sorte de contamination d'une retenue à la source sur des flux qui devraient pas. Je pense effectivement pour des questions un peu pointues, complexes comme celle-ci, ça vaudra peut-être le coup voilà, de vous contacter après en direct et puis vous voyez, voilà, parce que voilà, on peut donner des grandes lignes, mais dans le détail, c'est pas. Non, mais ce qui est important, c'est d'avoir c'est quand même des bonnes questions parce que voilà, c'est des situations que tout le monde peut rencontrer. Voilà, et le message à retenir là-dessus, c'est voilà, si j'ai des prestations complexes, il faut décomposer. Il faut décomposer, savoir qu'est-ce qu'on me paye, pourquoi, et pouvoir voilà, décomposer le paiement et se dire, bah, voilà, bon, j'ai qu'une prestation qualifiée de temps, ou en fait, bah, je reçois un paiement unique, mais ce paiement unique, il couvre plusieurs choses. Du logiciel, de la formation, et donc finalement, bah, peut-être que ma concession, mon paiement au titre du logiciel, bah là, ça peut être de la redevance, mais après, ce qui est la formation à l'utilisation du logiciel, c'est autre chose. Donc, ça, c'est une prestation de service, ce n'est pas une redevance. Donc, finalement, ce que me paye le client sur cette partie formation, là, il n'y a pas de retenue à avoir. Mais si, finalement, le contrat que j'ai signé, bah, j'ai un paiement unique qui couvre à la fois la mise à disposition du logiciel et la prestation de formation, comment je fais? Parce que l'administration fiscale locale, elle ne va pas s'embêter, elle va prendre la retenue à la source sur 100%. Alors que si on avait décomposé les choses avec une facture, un contrat concession du logiciel et un autre contrat formation avec l'allocation du paiement, on aurait finalement eu une retenue à la source sur un montant bien moindre. Alors, on a une autre question concernant le Maroc. Oui. Pour le Maroc, concernant la vente de logiciels ou de prestations techniques, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, comment s'assurer que la retenue de 10% est bien fondée? Sinon, quel recours? Donc, j'imagine que la question pose sur un cas concret. Oui, voilà, normalement, les prestations techniques, c'est pas dans le c'est pas dans le champ de l'article redevance, donc je ne devrais pas avoir de retenue à la source
Après, malheureusement, si le Maroc veut en mettre une et dit si le virement, c'est des questions très pratiques, hein, si la banque dit non, mais moi pour que le virement parte du Maroc, il faut que je prélève une retenue à la source parce que l'administration locale me dit prenez 10% là-dessus. Là, vous aurez vos 10% et si vous voulez votre argent, il faudra subir cette retenue à la source. Ensuite, comment faire? Il n'y a pas 40 situations, 40 hypothèses dans ces cas-là. C'est faire des procédures locales pour obtenir le remboursement de cette retenue à la source, mais bon, aller faire des procédures devant les juridictions marocaines, voilà, c'est faire pour pas grand-chose. Dans la rédaction de vos contrats avec le client marocain, prévoir, entre guillemets, ce qu'on va avoir un peu une clause de gross up, qui est de dire, je paye plus parce que je sais que le Maroc va m'en prendre un bout. Donc, pour que moi, in fine, je me retrouve dans la même situation, on me paye un peu plus. Ok, merci. Mais il n'y a pas de tout. Voilà. Malheureusement, dans certains États, les administrations locales et le contrôle d'échange sur les flux en devises, les flux sortants, peuvent poser certaines difficultés. Alors, c'est pas, voilà, ça, c'est une question pas directement liée aux retenues à la source, mais on sait que le rapatriement de cash de certains États peut être très compliqué par les contraintes mises par les administrations locales et les banques. Alors, ensuite, comment je fais? Donc, j'ai une retenue à la source, j'ai un crédit d'impôt en France. Mais ce crédit d'impôt, il n'est pas forcément imputable effectivement. Si par exemple je suis en situation déficitaire en France, beau avoir un crédit d'impôt, ça ne me sert pas à grand chose parce que ce crédit d'impôt, je ne paye pas d'IS, donc là-dessus, il y a une première chose à retenir, c'est que contrairement à d'autres crédits d'impôt, le crédit d'impôt mécénat, etc., je ne peux pas reporter mes crédits d'impôt en avant. C'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés l'année de comptabilisation du revenu correspondant. Donc, je ne peux pas les reporter en avant. Et bien évidemment, l'État français ne me les remboursera pas. Il ne va pas prendre à sa charge la retenue à la source payée dans un État tiers. Donc, un crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt étranger, on va dire, et non reportable et non remboursable. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, avant, on a eu des grands débats jurisprudentiels, finalement, sur qu'est-ce que je fais de ce crédit d'impôt si je ne peux pas l'imputer. Alors, certaines jurisprudences me disaient, finalement, votre impôt, il est non déductible en France lorsque la convention dit que l'impôt est non déductible. Donc, ce crédit d'impôt est non déductible. Ensuite, si la convention ne disait rien, l'impôt était déductible. Ou lorsque la convention disait simplement que le revenu était imposable en France pour leur montant brut, là, je pouvais déduire la retenue à la source. Donc, cette situation, ces jurisprudences, elles visaient à traiter les cas où je ne peux pas imputer mon crédit d'impôt. Et donc là, c'était la question, vu que je ne peux pas l'imputer sur l'IS, est-ce que je peux au moins le déduire en charge? Donc là, il fallait aller voir le contenu de chaque convention pour voir si la convention m'autorisait la déduction. Donc ça, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus simple et malheureusement moins favorable aux entreprises. Donc, le Code général des impôts nous précise que toutes les conventions, toutes les retenues à la source prélevées en conformité avec les dispositions d'une convention ne sont pas déductibles en France. Donc, c'est à partir du moment où la retenue à la source est prélevée conformément à la convention et que vous ne pouvez pas, par exemple, si vous êtes déficitaire, imputer ce crédit d'impôt, cette retenue à la source est non déductible, quelle que soit la rédaction de la convention fiscale. Et donc là, effectivement, on peut se retrouver dans des situations défavorables lorsque je n'ai pas de base imposable en France et donc me retrouver dans une situation de double imposition potentielle, contraire même à l'objectif des conventions fiscales.
Malheureusement, cette disposition aujourd'hui, elle est peu favorable aux entreprises françaises parce que le principe, c'est un crédit d'impôt non imputable ne peut être déduit de l'assiette de l'impôt de votre résultat en France. Vraiment une double imposition. La seule exception, on a 3 exceptions finalement, c'est que les impôts payés à l'étranger, ils vont rester déductibles en France dans 3 situations. Lorsque la retenue à la source a été prélevée localement en contrariété avec les dispositions de la Convention. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple du Maroc, si j'ai une retenue à la source de 15 et prélevée en contrariété avec les dispositions de la Convention, la France va vous dire, bah non, tu n'as pas de crédit d'impôt de 15 imputable sur ton IS. Je t'autorise à déduire ces 15 de ton résultat imposable. Donc l'effet, on a un petit effet fiscal, mais on n'a pas une élimination intégrale de la double imposition. Ensuite, j'ai 2 autres situations où je peux déduire. C'est lorsque je n'ai pas de convention liée avec l'état de la source. Donc là, finalement, vous êtes dans une meilleure situation. Quand vous êtes déficitaire, vous êtes dans une meilleure situation lorsqu'il n'y a pas de convention, parce que vous pouvez déduire la retenue à la source, alors que vous ne payez pas s'il y avait une convention. Et ensuite, vous pouvez déduire en France tous les impôts non visés par les conventions fiscales. Et c'est là où j'abordais un peu le cas du Brésil tout à l'heure. Toutes les petites taxes locales qui peuvent exister. Je crois qu'on a une Oui, question. on a une question. Alors, juste pour revenir, juste ce que vous avez dit avant. Donc, si on a une retenue là, qui ne peut pas être remboursée, dans certains cas, on peut la passer en charge, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. En fait, le principe, c'est que vous ne pouvez pas la passer en charge et vous ne pouvez la passer en charge que dans les 3 situations qui sont sur la slide. D'accord. Si c'est en contrariété avec la convention, si je n'ai pas de convention ou si c'est une imposition non visée par la convention. Ok. Alors, la question est, en cas d'intégration fiscale, Oui. si on est donc fait déficitaire, ce crédit d'impôt non utilisé peut-il être reporté sur la société mère? Alors, c'est pas qu'il peut être reporté, c'est qu'il doit être reporté. C'est-à-dire que l'intégration fiscale en France, le principe, c'est qu'on n'a qu'un seul redevable de l'impôt, qui est la société mère. C'est-à-dire que c'est la société mère qui est redevable de l'impôt pour le résultat calculé sur le résultat d'ensemble. Donc, on peut se retrouver dans des situations. Alors, il faut distinguer 2 situations, qui est le paiement de l'impôt dû par la société mère au Trésor public sur le résultat fiscal et le paiement par la filiale à sa société mère de sa contribution finalement au paiement de l'IS. Parce que l'intégration fiscale, comment ça marche? Une filiale, elle va verser l'impôt à sa mère comme si elle n'était pas intégrée. C'est-à-dire que si une filiale, elle fait un résultat de 100, au lieu de payer 28 au Trésor public, elle va donner ces 28 à la mère. Et ensuite, la mère, elle va payer l'impôt sur le résultat du groupe. Si le résultat du groupe est déficitaire, elle va toucher les 28 de sa filiale, mais elle va verser 0 au Trésor public. Alors, comment ça marche vis-à-vis des crédits d'impôt? Ce qu'il faut retenir, c'est que si le crédit d'impôt il est au niveau de la filiale, si elle a un crédit d'impôt, par exemple, de 5, elle ne va verser que 23. Elle va lui verser l'impôt comme si elle était pas impayée. Et ensuite, la société mère, c'est elle qui peut ou non imputer effectivement ce crédit d'impôt dans sa relation avec le Trésor public. Donc, si le groupe fiscal est déficitaire, et bien finalement, ce crédit d'impôt de 5 sera perdu parce que la société mère ne pourra pas l'imputer faute de base imposable au niveau du groupe. Enfin, finalement, ce crédit d'impôt, il impactera uniquement la contribution d'IS payée par la fille à la mère, mais dans l'intégration fiscale, on n'a qu'un seul redevable de l'impôt, c'est la société mère. Et c'est elle seule qui peut imputer les crédits d'impôt sur l'IS dû par le groupe. Voilà. Très bien. Merci Benoît. Voilà, alors là, on a l'exemple de comment, finalement, dans ma relation
redevance de marque, comment j'impute ma retenue à la source prélevée avec l'Italie. Donc, la Convention me limite, moi, je facture une redevance de marque de 100 à une société italienne. L'Italie pourra appliquer une retenue à la source de 5. Cette retenue à la source de 5, elle ouvrira droit à crédit d'impôt en France. Mon revenu taxable en France, il reste bien de 100. Donc, j'ai un IS de 28 en principe, sur lequel je peux imputer un crédit d'impôt de 5. In fine, je vais bien payer 28 d'impôts. J'en aurais payé 23 au Trésor public français et 5 au Trésor public. Donc, je n'aurai pas de double imposition. Pas bien un coût fiscal de 28 là, simplement avec une répartition de l'impôt entre les deux États, 23 pour la France, 5 pour l'Italie. Et même situation, mais si là, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de base taxable ou très peu, si mon revenu taxable en France, il n'est que de 10 et que j'ai une retenue à la source qui me donne droit à un crédit d'impôt de 50, bah, je vais avoir que 2,8 d'IS à payer en France. Donc, je vais pouvoir imputer mon crédit d'impôt de 50 qu'à hauteur de 2,8 et le solde sera définitivement perdu. Et donc là, finalement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si on est en situation déficitaire ou avec une insuffisance de base imposable, on peut se retrouver avec un frottement fiscal. Et aujourd'hui, il y a eu des… J'ai parlé un peu avant, mais il y a eu des débats sur le caractère reportable de ce crédit d'impôt, parce que là, on pourrait se dire finalement, mes 47,2, je peux les reporter sur les exercices suivants. Mais le Conseil constitutionnel a été très clair là-dessus qu'il n'y avait pas de possibilité, que c'était pas, le fait qu'il ne soit pas reportable n'était pas contraire à la Constitution. Je sais. Alors, on va dire un mot des modalités d'application pratique des conventions, parce que c'est bien beau de déterminer comment ça doit être traité. Vous avez fait tout votre raisonnement, j'ai regardé le droit interne, j'ai regardé les directives, j'ai regardé si j'avais une convention, et finalement, c'est bon, je sais, tel flux, il est exonéré de retenue à la source, ou j'ai une retenue à la source. Ensuite, finalement, je peux avoir des formulaires à remplir pour justifier de ma qualité de résident et donc de bénéficiaire de la convention. C'est-à-dire que dans de nombreux États, vous ne pouvez bénéficier d'une exonération de retenue à la source ou une réduction conventionnelle que si vous avez fourni les bons documents avant la mise en paiement du revenu en cause. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit en introduction, notamment avec les États-Unis, c'est ces formulaires W8, BEN, etc., qu'on peut avoir, qui sont simplement là pour dire, moi, je suis une entreprise française, je suis résident en France, je demande l'application de la convention entre les États-Unis et la France. J'ai le droit de bénéficier de cette convention parce que je suis bien résident en France. Donc, bénéficier d'une exonération ou d'une minoration de ma retenue à source locale. Ça, finalement, c'est aussi, voilà, l'accès à l'information peut être un peu compliqué parce que voilà, c'est vraiment des choses très pratiques. Et lorsque vous avez des clients à l'étranger, il faut essayer, voilà, s'il y a un sujet retenu à la source ou exonération de retenue à la source accordée par la Convention, bien leur demander quels documents ils ont besoin pour bénéficier de cette exonération, parce que c'est toujours plus compliqué après coup de se dire ah bah oui, voilà, ça fait 3 ans que je me fais payer par un client, je ne sais pas, colombien ou américain. En fait, j'avais le droit à une retenue à la source, j'avais le droit à une exonération de retenue à la source, donc il va falloir que j'aille faire une procédure devant l'administration locale pour dire bah oui, mais en fait, j'avais le droit à l'exonération à la source, donc merci de me rendre l'argent. Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre et remplir les bons formulaires, faire les bonnes formalités avant la mise en place du flux, pas voilà, avoir à le faire a posteriori
ça coûte toujours plus cher, il faut prendre un avocat local, etc. Enfin, voilà, ça peut être Mais toujours… dans le cadre du formulaire, pour revenir, mais on ne va pas s'étendre, effectivement, dans le cadre du formulaire W8VENE, demandé par les clients US, c'est un peu enfin, abusé, entre guillemets, parce qu'ils le demandent même dans le cadre de vente de biens, alors que normalement, les ventes de biens Oui, ne sont pas concernées, mais oui. ils ont tellement peur de ne pas être au clair avec leur administration fiscale qu'ils le demandent à tout va, quoi. Bon, Oui. mais il y a une façon de le remplir et on vous la donne et puis c'est bon et puis vous le faites et c'est basta, quoi. Oui, oui, voilà. Et ça peut être, les contraintes d'un pays à l'autre peuvent être différentes. Et la France, de la même manière, euh, sur les flux sortants, c'est-à-dire sur les paiements de la France vers l'étranger, vous bien vous assurez que vous avez les attestations de résidence de vos clients à l'étranger pour finalement justifier en cas de contrôle auprès de l'administration fiscale française que ce paiement-là était bien exonéré de retenue à la source en France, pouvait être exonéré en application de la Convention. Donc, vous aviez fait, vous vous étiez assuré de la qualité de votre client, il avait bien le droit d'appliquer la Convention fiscale qui exonère, par exemple, de retenue à la source en France. Et donc, vous avez bien payé l'intégralité du montant dû à votre client sans en reverser une partie au Trésor public. Là, vous écrivez sauf s'il en a été dispensé par l'établissement Mais payeur. alors, en fait, il y a des… Ça, c'est un cas un peu spécifique. C'est sur les flux de dividendes où on peut, dans certains cas, avoir des dispenses de présentation de formulaire. Et et ça, on peut le faire. C'est pareil, comment on sait qu'il a le droit, enfin, qu'il peut être dispensé il faut... Alors, là-dessus, sur les flux sortants de France, le site de l'administration fiscale française est quand même bien fait, il faut le dire. Il y a toutes des parties un peu Q&A sur tout un tas de flux, quel formulaire, est-ce que je peux avoir des dispenses, à quelle date je dois les transmettre, etc. Donc, sur le site des impôts, dans la section internationale, on trouve quand même assez facilement l'information. Après, d'une manière générale, sur la réglementation fiscale française, ce que vous avez aussi d'aisément accessible, c'est ce qu'on appelle la doctrine administrative. Donc, en France, c'est assez simple, hein, la loi est dans le Code général des impôts. Et ensuite, vous avez la doctrine administrative qui sont des explications données par Bercy sur comment appliquer la réglementation fiscale française. Donc, avec des exemples, etc. etc. Et cette documentation fiscale, elle couvre toute la fiscalité française, liée entreprise, fiscalité internationale, etc. Donc ça, cette documentation, c'est la base BOFIP que vous avez accessible en ligne, qui est assez bien indexée, assez intuitive. Et là, on peut trouver finalement toutes les explications de l'administration française sur comment interpréter la réglementation. Et notamment sur cette question à la source, vous avez l'interprétation de l'administration fiscale française par type de convention. Vous allez avoir des commentaires sur la convention fiscale franco-américaine, sur la convention, enfin sur toutes les conventions. L'administration fiscale, dans cette base documentaire, va vous dire comment il faut interpréter les. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi aisément accessible. Et c'est de l'information opposable à l'administration. Si vous faites ce qu'elle a écrit dans sa doctrine, on ne pourra pas vous le reprocher. Merci. Alors, on va terminer par une… On a déjà un peu abordé la question, mais finalement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, le maître mot, c'est effectivement l'anticipation. C'est ce que j'ai dit en introduction, c'est que dès que vous êtes dans 98% des cas avec des clients à l'étranger, vous avez potentiellement un sujet retenu à la source. Ce n'est pas pour autant qu'il y en aura une, mais potentiellement, il peut y en avoir une parce que
Aujourd'hui, en plus, dans le contexte économique que l'on connaît, les différents États vont avoir besoin de recettes fiscales. On sait que les recettes fiscales, l'IS va chuter totalement. Donc, il va bien falloir aller chercher de l'argent là où il est. Donc, on peut avoir dans les prochains mois une multiplication finalement d'attitudes d'États qui vont vouloir prélever des retenues à la source, peut-être en contrariété avec les traités qu'ils ont signés ou augmenter les taux, etc. C'est vraiment anticiper qu'est-ce que je vais facturer, quelle est la prestation ou le bien que je fournis à mon client à l'étranger. Est-ce qu'il est dans le champ d'une retenue à la source en droit interne, que me prévoit la convention, etc. Est-ce que j'ai une convention et qu'est-ce qu'elle me prévoit. Et ensuite, comment je rédige mon contrat. Et là, finalement, cette idée d'anticipation, c'est de se dire, mes conventions, elles ne m'empêchent pas toujours le frottement, notamment parce que je peux avoir, c'est ce qu'on a dit, des interprétations différentes de l'administration fiscale locale. Je peux avoir un frottement lié à ma situation déficitaire. Je sais que je ne pourrais pas, même si j'ai un crédit d'impôt, je sais que de toute façon, ils seront perdus. Donc, moi, j'aurai un frottement fiscal. Postérieurement à la signature de mon contrat, je peux avoir des changements, une mise à jour de la convention, une dénonciation, etc. Ou il peut y avoir un changement de résidence fiscale client du fournisseur qui fait que je ne suis plus exactement dans les mêmes textes. Alors, les solutions, on en a évoqué, voilà, se renseigner sur les pratiques dans l'État concerné. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a quand même voilà, de l'information en ligne qui peut être accessible voilà, plus ou moins facilement en fonction des États. Il y a les organismes comme BCI qui sont aussi voilà, capables de répondre de par leur réseau et les informations qu'ils peuvent avoir. Les ambassades ont également, vous avez des attachés économiques dans les ambassades qui etc. Lorsqu'on a un projet local, vous avez les business France, vous avez, et après il y a les avocats, il y a etc. etc. Donc, il y a quand même, c'est quand même, voilà. Si on a vraiment un flux significatif en termes de montant ou de durée dans le temps qui va se mettre en place avec un client dans un état avec lequel on n'a pas l'habitude et on ne connaît pas la pratique, renseigner sur la position de le droit interne local et la position de l'administration fiscale locale, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Et ensuite, on peut finalement, on l'a évoqué tout à l'heure, prévoir dans mon contrat que moi, dans mon business plan, je considère que pour voilà, être rentable, mon prix, c'est tant, quel que soit le fiscal qu'il peut y avoir. Donc, je vais insérer une clause qui va m'indiquer que quoi qu'il arrive, je toucherai 100, peu importe ce qui peut se passer à l'avenir localement. Finalement, s'il y a un changement de position de l'administration locale, moi, je toucherai toujours, in fine, le montant de 100. Si voilà, c'est l'exemple au Maroc, si en année N, on n'a pas de retenue à la source parce que l'administration considère que les prestations techniques ne sont pas comprises, ne sont pas dans le champ de la redevance, donc mon client marocain va bien me payer 100. Et si l'année suivante, l'administration considère que doit y avoir une retenue à la source de 10, pardon, si je n'ai pas de clause, je vais toucher que 90, mais je vais être imposé sur ça en France. Je n'aurai pas de crédit d'impôt. Donc j'aurai bien une déperdition, moi, prestataire français. Alors que si j'insère ce qu'on appelle les clauses de gross up là-dessus, la clause imposera à mon client marocain de me verser 111 pour que moi je puisse 100. Mais on est bien d'accord, Benoît, cette clause ne peut quand même être appliquée que si on est face à un des cas que vous avez énuméré au départ. On ne va pas d'emblée, enfin oui, c'est un peu stupide ma question, mais ouais, c'est une clause pour se garantir une mauvaise surprise, quoi, en gros, en cours de route. Voilà. Ouais, voilà. Après, mauvaise surprise ou c'est ce que je vous disais sur
Si vous savez que vous êtes structurellement déficitaire, après, c'est une question de prix aussi. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas. Ça reste des questions de négociation. On peut vouloir imposer. Là, ça paraît simple quand c'est sur une slide comme ça, mais votre client marocain, il peut vous dire bah, attendez, vous êtes bien gentil, mais moi, je ne verserai jamais 111. Donc, moi, je vous verserai toujours 100. Et s'il y a une retenue à la source qui est prélevée en contrariété avec la convention, bah, vous irez voir l'administration marocaine, c'est votre problème. Si vous ne pouvez pas l'utiliser en France parce que vous êtes déficitaire, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Voilà. Donc, Ouais, on est d'accord. Ouais. ça paraît simple comme ça, mais c'est un élément parmi d'autres de négociation et qui doit rentrer voilà, en jeu dans ma construction de prix, etc. Et donc, voilà. Après, dans quel cas je vais avoir là, voilà, après, c'est la carte. Il faut bien anticiper finalement ce qui peut se passer en cours du contrat, les éléments que je veux. Voilà, ça c'est toujours de la négociation. Qu'est-ce que je peux couvrir par ce type de clause, etc., etc. Donc, toujours l'anticipation. C'est vraiment le maître mot, le maître mot là-dessus. Ah, je crois qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Écoutez, oui, on a du temps, mais il n'y a plus de questions. Ah, bon. Alors, n'hésitez pas, malgré tout, parce qu'effectivement, je craignais qu'il y ait des questions plus complexes auxquelles vous ne pourriez pas répondre. Bah, écoutez, on a encore un peu de temps, mais bon. Non, alors je vais peut-être Oui, revenir, si on a un peu de temps, parce qu'il y oui, bien avait sûr. peut-être revenir sur les sujets de logiciels ou de prestations techniques, etc. Et est-ce que c'est des redevances oui, non, etc. Il faut retenir là-dessus, comme c'est des questions un peu compliquées, c'est vraiment est-ce que je donne droit sur le logiciel, par exemple, c'est une simple concession d'utilisation du logiciel et le client n'a pas accès au code source, il ne peut rien faire, il n'y a pas de transfert de savoir-faire, etc., etc. Et donc là, je suis plutôt finalement dans je ne suis pas dans la redevance, mais dès que je vais avoir finalement transfert de savoir-faire, transfert d'accès au code source logiciel, là, je peux avoir de la redevance. Alors, on a des questions. Ah oui, tout d'un coup, 3. Alors, oui, tout à fait, j'ai eu la réponse. Avez-vous des clauses type oui, avez-vous des clauses type à nous suggérer pour insertion dans les contrats? Oui, alors je crois que même, je ne sais pas, BCI en a peut-être aussi, mais c'est des choses qui existent. Alors, après, Bah, enfin, on peut mettre à disposition, enfin, on n'a pas de contrat type ou de clause type. Nous, les conseillères, on donne des grandes lignes. Ensuite, on préconise toujours de travailler en direct avec un spécialiste, un avocat, parce que chacune de vos situations, de vos prestations, de vos biens sont un cas particulier. Les pays dans lesquels vous travaillez, il y a des spécificités par pays par pays. Donc, pour bien travailler sereinement, pour éviter des mauvaises surprises, on ne peut que vous engager effectivement à vous attacher les services d'un spécialiste, d'un avocat, parce que voilà, vous allez ça coûte ce que ça coûte, mais vous allez gagner, ça peut rapporter énorme, quoi. Parce que se trouver en conflit, c'est jamais agréable mentalement, commercialement et financièrement. Donc, nous, on ne pourra pas effectivement vous donner de clause type. Il faut effectivement, vous pouvez préparer quelque chose sur la base de modèles qui existent et faire relire, travailler avec un avocat, faire relire pour valider si c'est adapté à votre prestation et au pays de destination. voilà. Là-dessus, effectivement, des clauses type, il n'y a pas de clause type. C'est-à-dire qu'effectivement, vous tapez clause de gross up dans Google, vous allez pouvoir en trouver en anglais, vous allez trouver des choses, mais après, et c'est ce que vient de dire Annie, il faut que ce soit adapté, quel cas je vise, etc., etc. Donc, basique, ça se trouve. Et après, il faut s'assurer qu'elle soit applicable et effective. Alors oui, le support.
Le support de cette session donc, vous sera transmis après la réunion. Il y aura même une vidéo qui sera disponible dans quelques jours sur le site de la CCI. Alors, pour anticiper, peut-on gonfler le prix de vente des prestations soumises à la retenue à la source? Bah oui, tant que, tant que le client paye, on peut. Voilà, tant que vous êtes compétitif, Voilà. Ça, c'est toujours. Et si je peux rajouter voilà, quelque chose là-dessus, c'est en dehors de ces questions de retenue à la source, vraiment se renseigner sur les autres potentielles taxes qui ne sont pas vraiment des retenues à la source, mais qui peuvent obérer aussi la rentabilité de la transaction. On a parlé du Brésil, mais voilà, c'est des choses aussi qui existent voilà, dans d'autres États. Mais le Brésil, c'est un très bon exemple parce que sur tout un tas de questions, alors c'est des petites taxes, mais taxe plus taxe plus taxe, voilà, ça peut ça peut impacter la rentabilité de votre opération. Et ensuite, pour chacune de ces taxes, se dire est-ce que c'est couvert par la convention, oui ou non? Est-ce que c'est moi qui suis le redevable légal de ces taxes? C'est-à-dire que pour les déduire en France, on a vu qu'en France, on peut déduire de son résultat les impôts payés à l'étranger lorsqu'ils ne sont pas visés par la convention, donc je n'ai pas de convention. Pour autant, je peux déduire les taxes uniquement dont je suis le redevable. Mais quelquefois, par exemple, vous allez avoir par exemple au Brésil, certaines taxes sur les paiements de management fees, ce n'est pas vous le redevable. C'est-à-dire que c'est le client qui est redevable en quelque sorte d'une taxe. Ça, vous ne pouvez pas la déduire en France. Mais ça, c'est des cas. Oui. Alors, notre client au Maroc nous demande d'ajouter sur les factures pour les ventes de logiciels, donc entre guillemets, la retenue à la source est à la charge de l'importateur et facturée à part du matériel. La retenue à la source est à la charge de l'importateur. Ben, par définition, oui. Alors, je ne comprends pas ce que… en fait, sur les… Enfin, oui, elle est opérée par… Alors, la retenue à la source est forcément opérée par l'importateur, mais il faudrait en plus qu'il… Je comprends pas. Alors, là-dessus, il n'y a pas de… Il n'y a pas de mention obligatoire, etc., en termes de prévu par la réglementation sur les retenues à la source sur les factures. Ce n'est pas comme la TVA où on doit avoir certaines mentions sur certains types d'opérations, etc., pour pouvoir bénéficier ou non d'une exonération. Là, je crois que la question, ça vise à dire si je vais devoir supporter moi. Alors, normalement, de toute façon, celui qui paye la retenue à la source, c'est toujours le client. Oui. C'est lui qui va la verser à son administration fiscale locale. Après, moi, je comprends que non seulement il opère la retenue, mais qu'en plus, il faudrait qu'il en ait, je sais pas de quelle façon il pourrait la rembourser à son fournisseur, mais ça, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. En fait, dans la question, là, je pense qu'il y a une vente de biens informatiques et du logiciel. Bon. Alors, ce que je comprends, c'est dans la question, c'est que vous disiez qu'il y a parfois des mentions obligatoires, mais est-ce qu'il y a des mentions, en gros, interdites? Est-ce que ça, par exemple, ce serait interdit de mettre ça? Notre client Maroc nous demande… A priori… Je ne vois pas d'interdiction. Mais là, voilà, encore une fois, si on a de la prestation un peu complexe, il y a à la fois alors, vente de logiciel, c'est pas pareil que concession. Hein. Plus, on a vraiment une vente du logiciel qui n'est pas de la… Donc, avec le transfert de la pleine propriété du logiciel, c'est plutôt… on n'est pas dans la redevance, on est dans la vente plutôt de biens. Voilà, donc pas visé par les redevances. Alors, on a un cas, alors là, un cas concret. Nous commercialisons un logiciel, donc sous forme dématérialisée, et un contrat de service lié à ce logiciel à Mayotte. Mais alors, mais alors, nous facturons un revendeur basé à La Réunion. Oui, alors là, c'est toujours…
Euh, alors, le statut fiscal de Mayotte, en plus, là, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est un point à vérifier. Mais imaginons, enfin, là, on a finalement un tiers qui vient s'interposer C'est ça. dans Ouais. dans la transaction. Euh, Si mon contrat, si je facture finalement la Réunion qui facture ensuite Mayotte, euh, pour moi, on va être en franco-français, quoi. Et après, c'est potentiellement sur la deuxième refacturation que la Réunion, enfin, imaginons que ce soit un pays tiers, mais qu'on peut avoir un sujet, mais on va dire que l'administration française va regarder le contrat avec qui il est conclu et qui me paye. Et voilà, ces situations triangulaires, ça doit être aussi effectivement analysé avec attention, notamment avec voilà, sur Mayotte, un À statut en creuser, plus. quoi. À C'est un statut très particulier, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il peut être convenu avec le client qu'il se charge de payer la retenue et qu'il puisse récupérer la taxe lui-même? Alors, je comprends voilà. Alors, c'est toujours le client qui va la verser à son administration fiscale locale, hein, la retenue à la source. Ce n'est pas vous quelle est, vous, entreprise française, quelle est la verser à l'administration locale. C'est votre client à l'étranger lorsqu'il va vous payer, s'il doit vous payer 100 et qu'il y a une retenue à la source de 10, lui qui doit verser ses 10 à l'administration locale et il vous verse 80. Après, si en fait elle n'était pas due ou pour une raison ou pour une autre, vous considérez que vous pouvez en obtenir le remboursement, c'est vous en fait qui devez faire les. Après, en pratique, c'est vous qui devez faire les démarches devant l'administration locale. Après, vous pouvez, si votre client veut s'en occuper, très bien, mais en fait, imaginons, c'est passé pour le cas avec le Brésil, c'est des retenues à la source ont été prélevées à tort par l'administration brésilienne. Et c'est les entreprises françaises qui sont allées faire des contentieux avec l'administration brésilienne hein, pour récupérer cet argent. Voilà. Parce que c'était elles qui étaient finalement redevables de cet impôt, même si c'est elles qui l'ont payé. Donc, c'est elles qui, dans certains cas, ont obtenu les remboursements de ces retenues à la source. Mais c'est pas votre. Le client, il peut vous aider, mais c'est pas lui qui sera, entre guillemets. Ouais. Alors, une autre, si une prestation de maintenance de matériel est réalisée en France à distance, est-ce important de préciser maintenance from France, en France, sur la facture pour éviter une retenue à la source avec le Maroc, par exemple? Mais, enfin, Ouais, alors effectivement, je comprends la question, c'est de se dire, alors une prestation de maintenance à distance, effectivement, euh, euh, l'idée, c'est d'éviter au maximum que l'administration marocaine vienne vous dire, bah non, c'était quelque chose qui pouvait rentrer dans le champ, qui était une prestation faite au Maroc, avec du transfert de savoir-faire, etc. Donc, ça rentre dans mon champ redevance, donc je vous colle une retenue à la source. Dans les faits, comment ça va se passer? Imaginons qu'il y a un contrôle, je ne sais pas, de votre client marocain, etc., que l'administration essaye de dire bah, ce type de flux, vous avez payé, donc là, vous avez payé des prestations à la France. Est-ce que ça ne devait pas être soumis à retenue à la source? Là, vous allez sortir votre contrat, vous allez dire mais non, ça n'a rien à voir avec le Maroc. Enfin, c'est une prestation qui est effectivement faite depuis la France, totalement à distance. Le rattachement avec le Maroc est assez vague, en fait, entre guillemets. Ça va être un élément
Ça peut être des bouts de phrases, effectivement, insérés dans des contrats qui pourront permettre, le cas échéant, s'il y a des sujets de discussion, de bien montrer que ça ne rentre pas dans ce que l'administration locale considère comme soumis à une retenue à source. Alors, là, on raisonne de manière un peu théorique, mais effectivement, souvent, si on sait qu'on va travailler avec des pays où il y a une interprétation des textes et qui peut être un peu compliqué et qui peut faire rentrer dans le champ d'une retenue à source un très grand nombre de paiements, si on peut mettre les petites phrases qui vont bien dans les contrats pour montrer qu'on n'est pas dans ce cas-là, c'est bien. Et cette anticipation, effectivement, elle peut être importante parce que quand l'administration locale, que ce soit marocaine ou autre, elle, en pratique, qu'est-ce qu'elle fait pour voir s'il y a une retenue, pour imposer une retenue à source? Elle va regarder les contrats, elle va regarder les factures. Et elle ne va pas pouvoir voir matériellement comment la prestation est réalisée, etc. etc. Et finalement, dans les documents qu'on lui donne, si on a les bonnes phrases qui vont bien, qui montrent que tout est fait à distance, que ça n'a rien à voir avec du transfert de savoir-faire, que machin, et voilà, ça peut être important. Parce que la retenue à la source dans un État étranger, c'est quand même typiquement quand la prestation, enfin, ou quand la prestation ou voilà, est localisée dans cet État. Ouais, alors voilà, c'est ce qu'on a vu. Ou l'utilisation d'un bien ou d'un. C'est ce qu'on a vu sur le droit interne français, par exemple. Le droit interne français, il dit tout ce qui est prestation matériellement exécutée en France, ça peut être soumis à une retenue à source. Après, les conventions, dans la plupart des cas, s'opposent à ce que la France pratique cette retenue à source parce que ces prestations de maintenance technique ne vont pas rentrer dans le champ des redevances. Donc, la France, en pratique, ne pourra pas appliquer cette retenue à la source. Et on sait que voilà, les sujets de discussion, ça peut être effectivement sur l'exécution matérielle, comment je réalise cette prestation. Est-ce que j'ai du transfert de savoir-faire? Oui, non. Voilà, ça va être tout sur toutes les questions. Alors, j'ai une question là. Je souris parce que je comprends donc que c'est le contrat avec le client et non ce qui est mentionné sur la facture qui est prioritaire pour la qualification du revenu. Ouais, alors, et les deux ne sont pas en pleine cohérence, par exemple. Mais ça, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un contrat et une facture qui ne sont pas cohérents. Enfin, non, voilà, c'est-à-dire que en fait, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Eh ben oui. C'est-à-dire, si on écrit, il faut que ce soit cohérent parce qu'effectivement, si dans notre contrat, on nous dit que c'est une prestation purement je sais pas, d'assistance à distance, alors que ma facture, elle me dit transfert de savoir-faire, etc. Voilà, l'administration locale, elle va dire, mais attendez, en fait, rien, là, ça, alors que votre facture, elle dit ça. Il n'y a pas de. Après, c'est des faisceaux d'indices, si vous voulez. C'est pas une administration locale, elle va tout regarder. Et s'il y a des incohérences entre les différentes pièces justificatives, elle s'appuiera toujours sur ce qui l'intéresse pour fonder son redressement ou l'application d'une retenue à source. Donc, c'est important d'avoir quelque chose de cohérent. Et voilà. On ne peut pas faire de faux non plus. Hein, et attention, hein, on peut pas. Et quelquefois, finalement, en adaptant bien la rédaction et que les intitulés de facture sont parfaits, voilà, on peut avoir quelque chose d'intéressant pour se prémunir de tout risque. En matière de cohérence, j'irais même plus loin que par rapport au contrat et facture. C'est un tout. Bon, vous pouvez avoir un contrat, donc ce sont des conditions particulières. Maintenant, si vous n'avez pas de contrat spécifique, vous pouvez avoir des conditions générales, mais il faut que tout, effectivement, soit en cohérence. Et un crédit documentaire, si vous avez en plus un crédit documentaire, il faut que ce soit en cohérence avec effectivement le contrat de vente, après, bien sûr, avec la facture, avec un choix
un choix d'incoterm. Enfin, c'est vrai que vraiment, oui, la cohérence est une sûreté et une façon de travailler sereinement, quoi. Tout le monde s'y retrouve et c'est clair, quoi. Donc, et c'est ça aussi, pour ça, quand vous disiez, Benoît, vous parliez d'anticipation, et moi, c'est un mot que c'est mon leitmotiv quand j'interviens aussi autrement, c'est que, c'est vrai, il faut absolument anticiper, à plus forte raison en commerce international, parce qu'il y a trop d'écueils possibles et les conséquences à l'arrivée Ouais. sont terribles. Hein, et je l'ai abordé de manière assez rapide, mais parce que ce n'est pas une question directement fiscale, mais les questions de contrôle d'échange et remontée de cash, c'est des sujets à anticiper de manière importante lorsqu'on voit les difficultés qu'on peut rencontrer avec certaines filiales d'entreprises françaises. Voilà, le cas de l'Inde où en ce moment, voilà, j'ai un client qui a énormément de difficultés à remonter du cash qui lui appartient, hein, mais c'est juste que voilà, les banques locales, c'est pas les banques, voilà, les banques même SBC font tout, enfin, vous avez des difficultés énormes pour faire remonter votre cash du compte bancaire de vos filiales vers la France. Et ça, c'est pas un sujet fiscal, c'est un sujet voilà, bancaire, monétaire, etc., mais qui doit être anticipé aussi, parce que si effectivement on a bien le produit dans ma filiale, mais que je n'arrive pas à le remonter en France, voilà, ou que ça coûte trop cher, c'est un autre sujet. Et ça doit être anticipé. C'est aussi un élément à anticiper. Mais un petit peu dans le prolongement de ce que vous dites, là j'ai une question. Je suis prélevé d'une retenue à la source sur une prestation effectuée localement à Singapour. Que se passerait-il si j'avais une filiale locale pour facturer cette prestation? Alors, il n'y aurait pas de votre filiale locale, il y aurait une prestation Singapour-Singapour, donc il n'y aurait pas de retenue à la source fait par le client de Singapour à votre filiale singapourienne. Ensuite, le sujet, c'est que vous avez votre filiale là-bas, donc elle va payer. Alors après, Singapour, je pense que l'IS n'est pas très élevé, mais elle va avoir un résultat imposable à Singapour, donc vous allez avoir de l'impôt payé à Singapour, donc frottement fiscal. Et ensuite, finalement, vous avez votre cash à Singapour, donc il peut remonter de différentes manières. Soit vous avez une distribution de dividendes singapourienne, ou vous-même vous facturez des prestations à votre filiale qui refacture ensuite, etc. Mais en fait, ça ne fait d'interposer une filiale, ça peut faire que remonter le problème d'un niveau. Si vous facturez la même prestation à votre filiale, elle va avoir le même problème de retenue à la source. Après, effectivement, vous pouvez l'éviter si le cash il remonte de dividendes, par exemple, où là, la convention peut-être peut dire j'ai pas de retenue à la source sur un dividende versé à Singapour. Là, vous n'aurez pas de retenue à la source Singapour par votre client, pas de retenue à la source sur les dividendes. Par contre, vous aurez potentiellement un frottement IS à Singapour. Résultat. C'est des choses qui peuvent, qui peuvent être étudiées, mais il faut voir si je ne me tire pas non plus une balle dans le pied et on remplace un frottement fiscal par un autre. En fait, en fonction de vos situations, mesdames et messieurs, en fait, il faut. Est-ce que c'est un flux? Alors, ça n'empêche pas, même si c'est un one-shot, d'être vigilant. Mais si vous avez effectivement, vous êtes une société, une entreprise qui avait des filiales à l'étranger, qui fait effectivement beaucoup de prestations de services ou de type d'activités entrant dans le champ, par exemple, des redevances, ben, ça vaut le coup de mettre effectivement, si vous n'êtes pas sûr, ben, de mettre à plat, de tout bien étudier ou réétudier ou refaire un point, éventuellement pays par pays si vous travaillez sur plusieurs pays. Voilà, comme ça vous serez plus au clair et peut-être plus tranquille aussi. Et puis, voilà, on a beaucoup parlé des redevances, des prestations de services, etc. Mais dans les grands groupes, les sujets retenus à la source, notamment sur les remontées de dividendes d'intérêt, sont généralement effectivement bien maîtrisés parce qu'on a l'habitude, etc. Mais voilà, la gestion des remontées de cash, il faut effectivement toujours être à jour parce que les conventions peuvent varier, les droits internes peuvent varier.
Donc, il est 11h56. Peut-être avons-nous épuisé là, les différents sujets. Je ne vois pas d'autres nouvelles questions. Si toutefois vous aviez d'autres questions, eh bien, vous pouvez nous les faire remonter. Hein, vous pouvez les faire remonter à Benoît Galichon. Vous pouvez nous les faire remonter. Vos conseillers et conseillères, en l'occurrence, dans ce domaine, bon, voilà, on a on connaît certaines choses de la sphère du commerce international, mais pas dans les détails, nous ne sommes pas des expertes. Donc, voilà, on peut vous dire certaines choses, mais on peut aussi surtout appeler votre vigilance, parce qu'on sait qu'il y a des points de vigilance à avoir. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on vous renvoie vers les spécialistes. Mais bon, vous n'êtes pas seul, il y a toujours des solutions. Mais le mieux, c'est quand on peut anticiper, parce qu'on préfère jouer les conseillers que les pompiers. Donc, voilà. Et puis, enfin, si je peux effectivement là-dessus, l'anticipation, quelquefois, elle peut, pour les questions d'intervention d'avocat, c'est vrai que quelquefois, quand on arrive voilà, après la bataille, ça coûte toujours plus cher que si c'est anticipé. Absolument. Parce que voilà, les choses peuvent être faites dans. Donc c'est. Oui, puis cher en tout, quoi, comme je disais, Ouais. c'est des soucis, c'est mentalement, c'est commercialement. Il n'y a rien de plus agréable quand on a une relation fluide avec son partenaire, hein, avec que ce soit son fournisseur ou son client d'ailleurs. Hein. Et du coup, ça n'a pas de prix, ça a une grande valeur. Et voilà, il y a moyen, et le commerce international, c'est quand même complexe parce que, comme vous le disiez, Benoît, le souci, c'est que la réglementation évolue, change. Il y a des réglementations qui ne sont pas respectées. Ça, c'est le pire du pire. Quand il y a effectivement des accords, mais que les autres pays en font fi, et puis que du coup, bah, en même temps, il faut bosser, donc on vend quand même, on y va. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pas facile, mais il y a quand même des façons de faire et pour faire en sorte, en tout cas, que ce soit moins compliqué. Et donc, voilà. Mais il faut y penser, il faut voilà, décrocher son téléphone, écrire des mails pour poser des questions. Même si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours des petites choses à vérifier. Donc, il ne faut pas hésiter jamais à nous solliciter. Voilà, vous allez recevoir un petit sondage normalement aussi quand vous allez fermer votre fenêtre. Vous allez recevoir un petit questionnaire donc, voilà, de ce que vous avez pensé de cette réunion. Aussi, si vous avez des questions, des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous le signaler parce que ça nous aide aussi pour répondre à vos attentes. Et puis voilà, donc je vous remercie Benoît, vraiment. Merci pour cette intervention, votre temps et les précisions apportées. Et puis, messieurs, mesdames, je vous souhaite un bon appétit, ça va bientôt être l'heure, une bonne continuation. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.